Disons que c'est vous ce bonhomme qui représente l'Europe en 1944 en tant que continent. Vous en avez beaucoup vu ces dernières décennies. Pourtant, malgré toutes les destructions et les dictateurs avides de pouvoir qui vous ont asséché, vous avez toujours réussi à rebondir. Et l'une des raisons de cela, c'était le colonialisme. Ah oui, c'était la belle époque, quand tout ce dont un colonisateur européen avait besoin était un drapeau et l'audace de revendiquer des terres pour lui-même. Aucun autre continent sur Terre ne vous rendait aussi assoiffé que l'Afrique. Caoutchouc, thé, bois, cacao, ivoire, or, diamants, ce n'étaient que quelques-unes des ressources africaines les plus convoitées. Et à la fin des années 1800, tout le monde voulait sa part. La Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Ils ne pouvaient pas attendre de mettre la main sur toutes ces ressources précieuses qu'ils pouvaient exploiter. Si personne n'établissait des règles de base, il y aurait une guerre totale pour le contrôle de l'Afrique. Alors, vous avez fait ce que tout bon colonisateur ferait pour maintenir la paix. En 1884, vous avez réuni tout le monde autour d'une table pour diviser le continent entre vous. De cette manière, chacun pourrait avoir sa juste part de la richesse de l'Afrique. Eh bien, tout le monde sauf les véritables Africains. Mais qui se souciait d'eux? Pendant un certain temps, votre petit système a parfaitement fonctionné. Même après la Première Guerre mondiale, vous avez réussi à utiliser toutes ces ressources africaines pour payer et réparer les dommages causés par la guerre. Mais ensuite, la Seconde Guerre mondiale est arrivée et soudain, les choses sont devenues moches. Et gars aux nègres qui cherchaient à mettre de l'eau dans notre vin. Demandez à Lumumba. D'ailleurs, restez avec nous pour découvrir pourquoi et comment Patrice Lumumba a été sauvagement éliminé. Vous avez donc forcé des centaines de milliers d'Africains, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, à s'engager dans vos armées et campagnes de guerre. Parmi eux, les tirailleurs sénégalais ont joué un rôle clé. Ces soldats, recrutés dans les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, ont été envoyés en première ligne dans des batailles souvent meurtrières, sacrifiés pour des causes qui n'étaient pas les leurs. Leur bravoure était indéniable, mais leur traitement profondément injuste, sous-payé, sous-équipé et souvent abandonné une fois la guerre terminée. Les promesses de citoyenneté ou de pensions équitables, fréquemment faites par leurs recruteurs, furent rarement tenues. Leur histoire incarne le mépris avec lequel vous avez utilisé l'Afrique non seulement comme une source de ressources naturelles, mais aussi comme un vivier humain, exploité sans égard pour sa dignité ou son avenir. Non seulement vous épuisiez l'Afrique de toutes ses ressources, mais maintenant vous veniez chercher son peuple aussi. Les Africains n'avaient aucun intérêt à savoir qui sortirait vainqueur de votre stupide guerre mondiale. Trop, c'était trop. Il était temps pour l'Afrique de reprendre ce qui lui appartenait. En 1945, juste au moment où vous calculiez combien de diamants, d'or, de cacao et de caoutchouc il faudrait pour reconstruire toutes les villes que vous aviez détruites, l'Afrique a dit stop. Une par une, les nations africaines ont soit négocié, soit pris les armes contre leurs colonisateurs pour obtenir leur indépendance. Et comme vous étiez à court de pratiquement tout à cause de la Seconde Guerre mondiale, ces nations africaines, en temps normal, avaient l'avantage, mais c'est sans compter sur les traîtres, les salauds et les inconscients leaders africains qui vous ont donné l'avantage. Restez avec nous, on en parlera après de ces idiots. Le monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui ne serait pas possible sans l'Afrique. Prenez par exemple la République démocratique du Congo. En 2023, elle a produit plus de 70% du cobalt mondial, essentiel pour nos smartphones, ordinateurs et bien sûr nos chères voitures électriques. L'Afrique abrite également un tiers des réserves mondiales de minéraux stratégiques, cuivre, lithium, nickel, platine. Environ 65% des terres agricoles fertiles de la planète s'y trouvent, et sans elles, il y aurait de nombreuses pénuries alimentaires. Chaque année, la production et la vente de toutes ces ressources génèrent en fait des milliards de dollars de revenus. En 2019, les seules ressources minières de l'Afrique ont rapporté 46 milliards de dollars, sans même parler des autres richesses, comme les poissons, les cultures ou le bois. Alors pourquoi donc, malgré toutes ces ressources et tout l'argent qu'elles génèrent, l'Afrique est-elle encore considérée comme le continent le plus pauvre de la planète? Comment est-il possible que presque chaque personne en Afrique vive en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1,25$ par jour? La réponse en grande partie
FMI et Banque mondiale. Nous en reviendrons. Mais toi, petit bonhomme européen, tu n'allais pas te laisser faire. Dis donc, ces sauvages voulaient en fait que vous les payiez pour cela, afin qu'ils puissent avoir de l'argent pour les soins de santé, l'éducation, les routes et les villes. Pour qui ils te prenaient, le Père Noël? Il n'y avait aucun moyen que vous, en tant qu'Europe, puissiez reconstruire, développer et survivre sans les ressources détenues par l'Afrique. Mais il n'était pas question de céder et de payer les Africains pour quoi que ce soit non plus. Quelles sont ces manières? Mais comme la grogne commence à toucher même la population, vous aviez besoin d'un nouveau plan, une nouvelle façon de continuer à asservir l'Afrique, de la forcer à vous donner ce que vous vouliez, de permettre à vos entreprises européennes de continuer à voler leurs ressources, tout en leur donnant l'illusion qu'ils étaient libres. C'est ça, c'est un bon plan. Mais il faut réfléchir à la meilleure façon de faire cela. Ah oui, la solution est toute trouvée, les dettes. Des montagnes et des montagnes de dettes. Waouh, quel génie suis-je? Ils n'ont pas dit ils aiment cadeau, on va leur en donner ce cadeau. Ok, laissons le petit bonhomme de côté un peu et parlons en nous Africains. Chut, faut baisser la voix pour pas qu'ils nous entendent. Nous avons tout ici. Des ressources, des terres fertiles, des populations jeunes. Mais pourquoi ne pas se passer de leurs dettes? Pensez-y. L'Afrique peut avoir des tonnes de ressources, mais sans l'argent pour acheter des machines et construire des infrastructures, pour réellement extraire ces ressources, cela ne sert à rien. L'or dans le sol ne paiera pas pour les routes et les hôpitaux. Donc tu vois comment le petit bonhomme nous tient? Alors regardez sa nouvelle stratégie. Cette Afrique nouvellement indépendante aurait besoin de notre aide. Mais il faut qu'on s'unisse contre eux car ils ont commencé à créer des organisations régionales qui risquent de prendre le dessus sur nous. Et si on créait une organisation? Et si on donnait à cette organisation un nom innocent, charmant et solennel comme le Fonds monétaire international FMI ou la Banque mondiale? Et si on utilisait ces organisations pour offrir des prêts à ces pays africains afin qu'ils puissent enfin commencer à exploiter toutes leurs ressources? Voici comment cela fonctionne. Supposons que vous êtes un pays africain sous-développé dans les années 80. Vous avez désespérément besoin d'argent pour offrir éducation et santé à votre population, acheter les machines nécessaires pour extraire vos minerais et construire des infrastructures pour transporter ces ressources. Mais vous avez été colonisé pendant plus de 100 ans et pratiquement tout votre argent a été pris par les Européens. Puis un jour, vous entendez parler du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Vous apprenez qu'ils offrent d'énormes sommes d'argent pour aider les pays africains à se développer. Cela semble être la solution parfaite à tous vos problèmes. Avec cet argent, vous pourriez éduquer votre population, la former à créer des entreprises, commencer à extraire ces ressources et les vendre pour réaliser des profits. Alors, vous rejoignez le FMI et faites une demande de prêt, disons d'1 milliard de dollars. Le FMI vous dit qu'il est plus qu'heureux de vous accorder cet argent avec un taux d'intérêt de 8%. Parce qu'évidemment, avec tout le développement et l'éducation que vous allez réaliser, vous allez gagner bien plus qu'1 milliard de dollars. Le remboursement devrait donc être un jeu d'enfant. En fait, ne vous inquiétez même pas des petites lignes du contrat. Ce ne sont que des détails ennuyeux qui s'appliquent dans les pires scénarios, des situations que vous ne rencontrerez jamais. Vous allez prospérer et croître, tout comme l'Europe, souvenez-vous-en. Alors, vous signez sur la ligne pointillée et commencez à utiliser cet argent. Mais voilà le problème. À la fin de la première année, vous devez déjà payer 80 millions de dollars d'intérêt au FMI et éduquer les gens, mettre en place des entreprises et exploiter des ressources, cela prend du temps. Alors, lorsque l'échéance de votre premier paiement arrive, devinez quoi? Vous ne pouvez pas payer. Le Fonds monétaire international utilise des prêts comme outil pour contrôler les économies africaines. Les prêts accordés, souvent perçus comme une aide, incluent des conditions strictes appelées réformes structurelles qui forcent les pays à privilégier les exportations au détriment des besoins locaux. Vous produisez le café, le cacao que vous ne consommez et importez le riz que vous consommez. Pendant ce temps, les ressources naturelles sont alors exploitées par des entreprises occidentales qui payent peu d'impôts, laissant les pays endettés et incapables de rembourser. Lorsque les gouvernements ne parviennent pas à respecter les échéances, le FMI impose des mesures supplémentaires comme l'augmentation des impôts ou la réduction des dépenses publiques, aggravant la pauvreté. La dévaluation des monnaies locales rend les remboursements encore plus coûteux.
poussant les pays dans un cycle sans fin de nouveaux prêts pour rembourser les anciens. Ce mécanisme maintient l'Afrique dans la pauvreté tout en permettant à l'Occident de profiter de ses ressources. Pas encore convaincu de la très mauvaise volonté de ces institutions, je vais vous révéler quelque chose qui vous convaincra. Savez-vous ce que le Botswana, l'Érythrée et la Libye ont en commun? Ce sont le seul pays qui n'ont jamais pris de prêt du FMI. Le Botswana, grâce à une gestion prudente de ses ressources en diamants, le Botswana maintient une dette publique faible, à seulement 18% du PIB, et un PIB par habitant de 8 000 $. Le pays a investi dans l'éducation et la santé, offrant une meilleure qualité de vie et une espérance de vie atteignant 70 ans. L'Érythrée, malgré des défis géopolitiques, l'Érythrée a maintenu une dette publique inférieure à 20% du PIB en misant sur l'autosuffisance. Le pays tire profit de ses ressources minières, comme l'or, tout en restant économiquement indépendant. La Libye. Avant la guerre civile, la Libye affichait un PIB par habitant de 12 000 $ et offrait un accès gratuit à la santé et à l'éducation. Ses ressources pétrolières nationalisées ont permis au pays de prospérer avec une dette publique quasi inexistante. Pourtant, ces pays comme le Botswana et la Libye, qui refusent au tact de se plier aux politiques d'endettement imposées par le FMI et la Banque mondiale, sont souvent considérés comme de mauvais élèves. La Banque mondiale critique par exemple le Botswana pour sa culture qui rejette la dette et appelle à davantage d'investissements privés, tandis que la Libye de Kadhafi était perçue comme une menace pour ses plans de créer une monnaie africaine adossée à l'or. Ces critiques reflètent une pression constante pour aligner ces nations sur un modèle économique qui profite aux puissances occidentales. A l'inverse, dites bonjour au pays le plus riche du monde en ressources naturelles, la République démocratique du Congo, RDC, autrefois appelée Zaïre. La RDC dispose d'une richesse minérale estimée à 24 000 milliards de $, en ressources non exploitées, incluant l'or, le cuivre, le pétrole et le cobalt, qui figurent parmi ses principales exportations. Pourtant, malgré cette immense richesse, le revenu moyen d'un habitant de la RDC est d'environ 1,50 $ par jour, soit seulement 610 $ par an. À titre de comparaison, l'Arabie Saoudite, avec seulement 2500 milliards de $ de ressources non exploitées, affiche un revenu moyen annuel d'environ 54 000 $, un contraste frappant avec la situation en RDC. La République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles, est devenue l'un des pays les plus pauvres au monde. Bien que la Banque mondiale attribue cette situation à des conflits internes et à l'instabilité politique, l'histoire révèle une influence majeure de l'Occident. Avant l'indépendance, le Congo était exploité par le roi Léopold de Belgique, qui pillait ses ressources et réduisait sa population en esclavage. Après l'indépendance en 1960, Patrice Lumumba, premier ministre élu, a tenté de nationaliser les ressources pour les mettre sous contrôle étatique. Cependant, son plan menaçant les intérêts occidentaux, il a été assassiné 6 mois après son élection, avec la complicité des gouvernements belges et américains. L'analyse montre que la pauvreté en Afrique n'est pas une coïncidence, ni uniquement le résultat de facteurs internes. C'est un système délibérément construit et maintenu par des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, appuyées par les puissances occidentales. À travers des prêts conditionnés, des réformes structurelles et des cycles d'endettement infinis, l'Afrique est empêchée de contrôler ses propres ressources et de développer son économie de manière autonome. Ainsi, pour que l'Occident continue de prospérer, l'Afrique doit rester pauvre. Mais la montée de mouvements de résistance et une prise de conscience croissante pourraient, à terme, remettre en question ce système profondément injuste. La véritable indépendance de l'Afrique repose sur sa capacité à briser ses chaînes et à reprendre le contrôle de son destin économique. Je vous invite à regarder cette vidéo intitulée « Réélection de Trump, espoir ou inquiétude pour l'Afrique ?» Avec sa politique America First, Donald Trump a bouleversé les relations internationales et son approche pourrait avoir des conséquences majeures sur les partenariats économiques et politiques avec l'Afrique. Quels seraient les impacts d'un éventuel second mandat sur le continent? Découvrez-le dans cette analyse approfondie.